Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce lundi 12 septembre 2022. C'est encore un week-end politiquement mouvementé qui s'est achevé hier. L'animation de la vie politique dans la perspective des élections législatives de 2023 ne cesse de nous offrir ses surprises. On note tout simplement des démissions par ici et des adhésions par là, sans oublier les clashs entre responsables des partis politiques de l'opposition. Irénée Agossa du parti Restaurer la confiance et Éric Hundete du parti Les Démocrates se sont proprement lynchés par médias interposés la semaine écoulée. Dans le camp de la mouvance présidentielle, le dernier scénario en date nous renvoie à l'Assemblée nationale avec la démission des députés Hilaire Adoun et Awaou Bassirou du bloc républicain. Les deux parlementaires BR du plateau ont déjà notifié leur démission au secrétariat de leur parti politique. Ils sont les proches du ministre Jean-Michel Abimbola qui a nouvellement atterri à l'Union progressiste Le Renouveau. Tout porte à croire donc que les nouveaux démissionnaires auront la même destination. Eh bien, on analyse tout ceci dans nos discussions de ce matin en lien avec la réforme du système partisan. Plus loin, on s'intéresse à la rencontre jeudi dernier entre membres du gouvernement et les secrétaires généraux des syndicats à l'Infosec de Cotonou. C'était la deuxième session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2022. Les échanges se sont visiblement achevés sur une bouffée d'oxygène en direction des AME, les aspirants au métier de l'enseignant. Le gouvernement a décidé en effet d'accorder une avance sur salaire à cette catégorie d'enseignants à compter de ce mois de septembre. On annonce également le recrutement massif d'enseignants pour combler le vide par endroit. Noël Chadaré est le secrétaire général de la COSI Bénin. C'est notre invité de ce lundi. Il nous propose sa lecture des choses. Restez donc avec nous. À suivre également les autres articulations de votre matinale, les sports, le pour ou contre de Naguib Anagbe, une semaine au Bénin avec Idrissou Boukari avant qu'on ne se quitte avec la revue de presse de Assiongban Kanye Assiongban. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous.
Allez, on va prendre les informations à la une des parutions de ce matin. Les parutions qui nous parlent politique, économie, fait de société et politique également. Un week-end mouvementé, comme je le disais tout à l'heure en introduction. Mais on va commencer par le quotidien Fraternité qui a accordé la parole ce week-end en zone franche, donc sur l'émission Zone franche sur Canal 3 Bénin. Ici, par la parole à Imam Diko du Mali. Imam Mohamed Diko sur Canal 3 Bénin. Il n'y a jamais eu de démocratie réelle. Il y a toujours un rapport de force dans le monde. Le journal qui donne à lire l'intégralité du passage de Imam Mohamed Diko sur l'émission Zone franche. Donc, information à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité. Achetez le journal et vous avez les détails. Soutien aux usagers, aux agriculteurs. Soutien aux agriculteurs. Le FNDA subventionne 37 projets agricoles pour 845 833 241 francs CFA. Première édition du tournoi DSS Football à Révier, Saugan FC vainqueur. Didier Sessi du Bloc républicain relève le pari de l'organisation. Tout s'est déroulé ce week-end, précisément hier dimanche à Révier, nous apprend le quotidien Fraternité. Le conseil de supervision du conseil communal de Dangbo a été installé. Et puis, dans la perspective des élections législatives de 2023, la COSCEP déploie des observateurs dans tout le monde. Unis autour de l'honorable Nestor Noutaï, la jeunesse UPR, donc Union progressiste sur le renouveau de ZE, décrypte l'actualité politique. On est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation. Subvention de l'État aux initiatives agricoles, 845,8 millions de francs CFA en appui à 37 projets. Et puis programme Learn, la première cohorte reçoit son attestation de formation. Bien d'informations à lire également dans les colonnes du quotidien de service public La Nation. Carte sur table à présent. Causerie débat dans la 16e circonscription électorale. Edouard Tiakpe mobilise les artisans autour des idéaux du bloc républicain. Les stratégies de veille face aux enjeux électoraux pour ratisser large ont été abordées. Et puis, il y a eu cet échange avec le personnel. C'est au ministère, donc, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entre Éléonore Yahi et son personnel. Éléonore Yahi place la communication, l'information et le dialogue au travail comme levier de performance. Et puis cartographie des acteurs, des résultats et des besoins de la recherche, innovation au Bénin, les acteurs impliqués en atelier de validation du rapport. Quotidien L'Informateur. Après à Glangandan et le premier arrondissement de Cotonou, d'autres commissaires dans le viseur de la criette. Ils sont actuellement plusieurs commissaires et la police républicaine à être suivie, n'est-ce pas, dans les actes par la hiérarchie et la justice, nous apprend L'Informateur. Et puis, élection législative de 2023, les échos des partis politiques. Au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, il y a eu une nouvelle lettre du président Joseph Djogbenou adressée aux militants. Et puis, au niveau du bloc républicain, il y a des démissions et aussi des adhésions. FCBE, après les jeunes, les femmes s'arment. Les démocrates appellent aux cotisations et à l'adhésion, sinon aux adhésions. Et puis au niveau du parti Restaurer la confiance, il y a Irénée Agossa qui réplique à Eric Hundede. Info matin cette fois-ci, cour royale de Deronou de Djidja, le premier ministre Alaga Oye couronné, nous apprend Info matin. Et puis tournoi interclub de football à Abomey Calavi, Roland Zossou, parrain de la 26e édition. Clôture FC remporte la Dame Coupe, nous apprend Info matin. Nord-Sud quotidien à présent. Initiative agricole privée, 845 833 241 francs CFA de subvention pour 37 projets. Et puis il y a le maire Angelo Arrondino qui vient en soutien au parrain Roland Zossou. C'est dans le cadre donc d'un tournoi organisé à Abomey Calavi.
L'autre quotidien, cette fois-ci, vague de départ du bloc républicain vers l'Union progressiste, le Renouveau, le Plateau et l'OME en voie de quadrillage pour le parti de Joseph Djogbenou. Le matinal, quotidien Le Matinal, tournée du secrétaire général national du bloc républicain, Gbagbo réaffirme son appartenance au BR. Et puis signature de convention de subvention par le FNDA, plus d'1 milliard de francs CFA à 37 promoteurs agricoles. L'investigateur du jour, 23e circonscription électorale, El Hadja à Doukonou et Ouassadja, à Lao, mobilise les femmes du bloc républicain autour des idéaux du président Patrice Talon. Quotidien L'actualité, cette fois-ci, Conseil national du patronat du Bénin, le nouveau bureau investi ce jour. Et puis, leadership féminin au Bénin, l'édition 2022 de la campagne Stronger Together officiellement lancée. À la une de Émergence Info, mobilisation des femmes BR de la 23e circonscription électorale par Aladja Adoukonou et Ouassadja, le microcrédit à la FIA et le programme d'action du gouvernement expliqué aux militants. Et puis démission de deux députés BR au profit de l'Union progressiste, la réforme du système partisan enrhumé. Le leader du jour, adhésion de Dame Irène Adam Ogouale au bloc républicain, le rassembleur Ulrich Baguedi, toujours à l'heure. Et puis à l'honorable Léon Bokovet qui réitère son engagement à faire des communes de la vallée des pôles d'excellence. Soleil levant, manœuvre politique dans la perspective des élections législatives de 2023. L'opposition creuse sa propre tombe, mais le rouleau compresseur de la mouvance est en marche malgré tout. Les 4 vérités, quotidien Les 4 vérités, lancement du coffret de la réussite de l'abbé Anissé Nyambi, les mots édifiants de la marraine Claudine Prudencio aux acteurs de l'éducation. Et puis, 23e circonscription électorale, Aladja Adoukonou mobilise les femmes BR autour du programme d'action du gouvernement 2. On est maintenant à la une de Matin Libre. Piste cyclable de l'échangeur de Godomé. Que veut dire intervention d'urgence pour le ministre Hervé Herobin? S'interroge Matin Libre. Et puis indice de développement humain dans le monde, 9 pays sur 10 reculent. Alerte du PNUD. Quotidien Le Potentiel, irrégularité dans un marché de recrutement d'un cabinet au ministère de la Justice, la PRMP, Richard Gansou, exclu de la commande publique. Et puis obsèque du père de l'honorable Jérémy à Domaou ce week-end, là l'auteur d'une messe politique riche d'enseignements. L'autre vision à présent, grosse perte politique pour le bloc républicain dans la 6e circonscription électorale. Le président Étienne Bidegla démissionne avec les siens. Responsables et militants BR déboussolés, bouleversés, paniqués, affolés, regrettent son départ. Il faut dire que Étienne Bidegla, qui démissionne donc du BR, est un baron dans la 6e circonscription électorale et son départ constitue, selon l'autre vision, un manque à gagner pour le parti BR. Sa destination sera annoncée d'ici peu, nous apprend l'autre vision. On est maintenant à la une de la nouvelle génération finale du tournoi de football 18e talent d'Abomey Calavi. C'était hier, en tout cas dans le week-end. Afissou Samon, le chef quartier de Zopa, a mobilisé toute la jeunesse de la 6e circonscription électorale autour du sport roi. Verdict de la finale à Rossou Beta 1, Zopa FC 0. Il y a eu une grande messe politique avec la présence effective de tout le gratin de l'Union progressiste, le renouveau de la commune d'Abomey Calavi. Les jeunes très satisfaits ont exprimé leur gratitude au chef quartier Afissou Samon et ont décidé de travailler à une large victoire de l'Union progressiste, le renouveau, le parti donc du CQR.
Afissou Sama. Allez, on revient très rapidement à la une du quotidien Fraternité qui accordait, disais-je tout à l'heure, la parole à Imam Mahmoud Diko. C'était dans l'émission Zone Franche. Il n'y a jamais, ce sont là les propos donc de l'imam, il n'y a jamais eu de démocratie réelle. Il y a toujours un rapport de force dans le monde. Le journal Fraternité qui donne à lire l'intégralité du passage sur l'émission Zone Franche de l'imam Mahmoud Diko du Mali. Soutien aux agriculteurs, le FMDA subventionne 37 projets agricoles. Et puis, il y a eu la première édition du tournoi DSS de football à Hévier. Ce grand FC est vainqueur. Didier Sessi du bloc républicain relève le pari de l'organisation. Dans les colonnes du quotidien Fraternité qui a développé cette information, il n'y a que pour Didier Sessi, sinon que c'est un jeune leader du bloc républicain de la 6e circonscription électorale. Didier Sessi qui a donné durant 4 semaines de la joie à la jeunesse à travers le tournoi DSS football de Hévier qui a connu hier dimanche son épilogue avec la victoire de Sogan FC. Pour Didier Sessi, le promoteur du tournoi DSS, cette première édition est une expérience enrichissante. C'est pour lui, et pourquoi? C'est pourquoi d'ailleurs, il a invité les équipes qui n'ont pas eu la chance de se qualifier pour la finale à mieux se préparer pour les prochaines éditions. Par ailleurs, le jeune leader du bloc républicain a insisté sur les valeurs de la confraternité célébrée le long de ces 4 semaines de compétition et a souhaité qu'il en soit toujours ainsi. Il est à noter qu'après la joie partagée autour du Curon, le philanthrope Didier Sessi a d'ores et déjà pris le rendez-vous pour le 14 septembre prochain avec la distribution de kits scolaires au profit de 75 apprenants sélectionnés dans 3 communes de la 6e circonscription électorale. Les cibles principales sont les apprenants des classes de CI au CM2 en situation de précarité. Eh bien, cette information vous reviendra en son et en image dans nos prochaines éditions. On est avec vous maintenant, Clément Tchadé. Clément, bonjour. Bonjour Wahab, bonjour à toutes et à tous. Le bulletin, c'est avec vous, les titres. Dans les titres, ce matin, Wahab, le parti Union Progressiste, le renouveau poignardé dans la 8e circonscription électorale. Le parti de Joseph Diogbenois a enregistré une vague de démissions à quelques mois des élections législatives. Un coup politique très dur réalisé par Fadel Naro Assouma. Images et explications dans le bulletin de ce matin. À suivre également le barrage hydroélectrique de Nagbetor, un patrimoine commun au Bénin et au Togo et qui suscite de vives polémiques dans l'opinion publique. Quelle est la cause de cette situation? Restez avec nous pour la réponse. Wahab, ce sont là pour les titres. Allez, on va développer tout ceci dans une poignée de secondes. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Clément Tchadé l'a annoncé tout à l'heure en titre. Il y a eu démission au niveau du parti Union Progressiste dans la ville de Parakou. À quelques mois des législatives, le parti Union Progressiste, le renouveau, vient d'enregistrer une vague de démission conduite donc par le jeune acteur politique Fidel Anoro Assouma. Les désormais ex-UPR ont dit publiquement leur départ collectif de ce parti, le parti du Baobab en arc-en-ciel. C'était samedi dernier, samedi 10 septembre 2022, dans un hôtel de la place, au détour d'une cérémonie qui a consacré leur adhésion officielle au parti du Cheval Blanc Québec. On suit maintenant le reportage de Lukman Orocheou.
Collecte des cartes de membres, déclarations, témoignages sont entre autres actes qui marquent la rupture de collaboration de ces désormais ex-militants UPR avec le parti politique. Publiquement et solennellement, devant tous, déclarer ma démission de l'Union progressiste Le Renouveau. Comme vous pouvez le constater, plusieurs responsables des structures et démembrements de ce parti politique de la ville de Parakou ont décidé de faire le pas avec moi. Avec lui, des responsables de section et sous-section ainsi que des points focaux décident de tourner définitivement dos au parti du Baobab Arc-en-Ciel pour rejoindre celui au cheval blanc cabré. Cette démission collective est motivée par un certain nombre de faits selon le leader des démissionnaires. Au Bénin, nous devons continuer à cultiver l'unité nationale. Donc, refuser toute forme de régionalisme. Malheureusement, je dis bien malheureusement, et pour l'avoir vécu en tant qu'un membre très actif de ce parti, je puis dire que ce n'est pas le cas dans l'Union progressiste Le Renouveau. C'est pourquoi je dis non au régionalisme. En politique, ce n'est pas une compétition de qui est le plus riche et on ne vient pas dans un parti politique pour quelques semaines après vouloir s'imposer par l'argent. Et si les responsables du parti considèrent que c'est la règle, nous, nos valeurs de base nous imposent le refus catégorique. Il compte désormais travailler pour le triomphe du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Cette adhésion qui intervient après plusieurs autres sonne comme une grosse prise pour l'émissaire de la formation politique d'accueil. Inoussa Zimé-Chabi, en recevant la déclaration d'adhésion, salue le choix de ses désormais anciens rivaux et les rassure quant à leur place au bloc républicain. Le Bariba dit ce qui est à moi et ce qui est à nous ne constitue pas la même chose, Fadel. Le bloc républicain est à toi. Chers membres, responsables de session, chers militants, vous êtes dans votre famille. Merci encore une fois pour cette décision courageuse prise ce matin. Et cette date-là, nous allons la graver. Naru, Nakayo, au fond Nakayo. Des témoignages pour apprécier l'activisme et la taille du démissionnaire ont été entendus. Fadel Naro et les siens affirment leur engagement pour la victoire du parti Bloc républicain. Voilà, on va s'intéresser maintenant à Clément Tchadé à cette descente du ministre des Infrastructures sur l'As Ndali Niki. Le ministre est allé constater en personne les dégâts sur le terrain en ce qui concerne donc l'effondrement de plusieurs ouvrages de franchissement dans cette zone. Oui, Wahab, il s'agit notamment de la reconstruction complète, non seulement de la route Ndali Niki, mais aussi plusieurs autres tronçons de la région. Tout ceci devant le député de la 8e circonscription électorale, l'honorable Rachidi Gbadamassi et les maires des communes concernées. Voici le compte-rendu de notre antenne régionale. C'est sous une pluie fine que la délégation du ministre des Infrastructures et des Transports est descendue sur le terrain dans l'après-midi de ce jeudi 8 septembre. De Ndali à Niki en passant par Perere, les dégâts sont énormes. Plusieurs ouvrages de franchissement ont cédé sous l'effet de fortes pluies diluviennes qui s'abattent ces dernières semaines dans la partie septentrionale du Bénin. Mais au-delà des mesures urgentes prises pour soulager les usagers de ce tronçon, l'exécutif veut désormais passer à la vitesse supérieure. Nous avons rendu compte de cette situation au chef de l'État, qui nous a instruit à l'effet d'engager la reconstruction complète de cette route. Bien entendu, nous allons laisser passer les pluies pour engager la reconstruction complète de la route avec des standards autrement plus consistants que ceci. Nous allons faire une structure de chaussée et des ouvrages qui vont répondre aux nouvelles sollicitations que nous connaissons désormais. La route Ndali Niki, complètement reconstruite dans la toute prochaine semaine,
Mais pas que. C'est un vaste programme qui est engagé dans la région. Nous allons, dans les semaines à venir, la procédure de contractualisation est allée déjà à son terme, engager la réhabilitation de la route Parakou-Berouboué. Le gouvernement s'attelle à engager la construction de la route Niki-Kalale. L'aménagement et le bitumage de Niki-Kalale. Il y a Kota Kwande que nous allons commencer là également. La contractualisation est très avancée, donc bientôt nous irons lancer les travaux de Kota Kwande. Il y a une route qui fait l'objet de préoccupations actuelles et le chef de l'État nous a instruit pour la mettre également en chantier le plus tôt possible. C'est Guéné-Karimama. Au total, ce sont donc 335 km de route qui seront bientôt bitumés et dont les travaux seront lancés incessamment. Un vaste programme qui vient encore une fois prouver que le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple. Je peux conclure que la philosophie politique du président Patrice Talon, c'est tout pour le peuple et rien pour le gouvernement. Ce que j'ai compris, que ce qui a été réalisé par le passé a été réalisé dans la précipitation, ça a été réalisé dans la navigation. Le gouvernement actuel est en train de gérer les lacunes du passé. C'est insatisfait que nous avons constaté depuis que le pont a cédé, la rapidité, la sincérité avec laquelle le gouvernement a pu déployer, n'est-ce pas, les engins sur le terrain. À la faveur de cette descente sur le terrain, le ministre et sa délégation se sont par ailleurs rendus au palais royal de Niki, une visite au cours de laquelle Hervé Khekhoumé a transmis les chaleureuses salutations du président Talon à l'empereur Sabinaïna III. Et dans tout un autre registre maintenant, Wahab, le barrage hydroélectrique de Nangbeto, un patrimoine commun au Bénin et à la République du Togo, suscite de vives polémiques, je vous l'annonçais dans les titres. Serait-il la cause des inondations observées ces derniers temps dans la partie méridionale des deux pays? Élément de réponse dans cet élément signé Teddy Goudalo. Le barrage hydroélectrique de Nangbeto fait depuis peu objet de polémiques au sein de l'opinion publique et même sur les réseaux sociaux. Les inondations observées ces derniers jours dans la partie méridionale du Bénin et au Togo seraient, selon les commentaires, la conséquence des opérations de lâcher d'eau qu'effectue périodiquement la communauté électrique du Bénin. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, interpellé sur la question, démontre schéma à l'appui le contraire. Le barrage recueille l'eau du fleuve. Souvent, les barrages sont sur des fleuves, sur des rivières, etc. Et c'est la circulation de l'eau qui arrive, qui fait tourner les turbines. Nangbeto est sur le fleuve Mono. Donc, ce qui se passe par rapport au barrage qui a pour vocation de barrer la route à l'eau, de manière à ce qu'on puisse contrôler sa circulation, c'est que tous les jours, pour ne pas dire toutes les secondes, on mesure la quantité d'eau qui arrive. Si la quantité est tellement importante et que le niveau augmente de manière rapide, pour éviter ce que je viens de vous expliquer, on va ouvrir les vannes pour laisser passer une certaine quantité pendant un temps donné, le temps de ramener à un niveau correct. Et on referme pour continuer l'exploitation. C'est clair donc, le barrage hydroélectrique de Nangbeto n'est en aucun cas la cause des inondations. Les opérations de lâcher d'eau constituent, selon le ministre, une routine en période de crue pour garantir la sécurité des installations. On prévient les populations par rapport à ces différentes lâchers d'eau. Et malheureusement, souvent, les gens n'y croient pas et ne prennent pas les dispositions qu'ils doivent prendre et se retrouvent en fait devant le fait accompli quand l'eau des lâchers, qui sont en fait un moindre mal par rapport à ce que ça aurait dû ou ça aurait pu être si on ne faisait rien du tout ou s'il n'y a pas du tout de barrage, se font prendre au piège finalement. Mais lorsque vous avez le vase qui est plein, le reste va couler. Donc c'est le reste qui coule là,
Au lieu donc de laisser passer sur le barrage, nous avons un moyen mécanisme pour faire ouvrir du bas. Et c'est ça qui fait jeter l'eau. Vous voyez un peu l'image qui affole beaucoup de gens qui disent « Ah, la Seube est en train d'inonder ». Non. On fait des actions de régulation pour 2 objectifs. 1, protéger le barrage, parce que sinon, s'il cède, il ne va plus jouer son rôle de barrage, compte tenu de la quantité considérable d'eau qui va arriver. Deuxièmement, si cette quantité d'eau qui arrive est tellement importante, le niveau de l'eau en amont du barrage va tellement augmenter que ce niveau va passer au-dessus du niveau de l'ouvrage et la quantité d'eau qui arrive va passer au-dessus du barrage et c'est comme s'il n'y a pas de barrage du tout. Donc on ne maîtrisera plus rien. Patrimoine commun au Bénin et au Togo sur le fleuve Mono, le barrage hydroélectrique de Nagbeto produit 60 MW pour les 2 États. Allons maintenant dans le zoo avec la tournée de responsables de l'Institut national de la femme dans la région du pays. L'activité est initiée en prélude à l'installation des points focaux de l'Institut national de la femme après Alada Huguette Bopé-Yankaya et sa suite était à la préfecture d'Abomey. La concertation départementale a réuni plusieurs acteurs qui sont en charge donc de la femme. Imet Hélène Amousson. Les échanges se tiennent en prélude à l'installation des points focaux de l'Institut national de la femme, INF. Les invités sont des leaders religieux et autres acteurs intervenant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elles revêtent aujourd'hui plusieurs formes physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, financières ou patrimoniales. Face au fléau qui prend de l'ampleur et soucieux du bien-être de la femme, le chef de l'État a créé l'Institut national de la femme en lieu et place de l'Institut national pour la promotion de la femme. Dans sa nouvelle configuration, cet institut est une émanation de cette volonté politique du chef de l'État et de son gouvernement et s'entend d'un instrument de lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes, mais aussi des filles. Il est doté de la personnalité juridique et est engagé dans la prévention au moyen de la vulgarisation des lois et des procédures, de la sensibilisation et de l'information, du dialogue social communautaire et de l'aide juridique et judiciaire pour la prise en charge des VBG. Il entend aussi œuvrer à la promotion du leadership. Cadre de concertation de toutes les organisations de la société civile intervenant dans la promotion et la protection des droits de la femme, l'Institut a plusieurs attributions. En vue d'assurer convenablement les missions qui lui sont assignées, l'équipe dirigeante a entrepris depuis quelque temps une tournée de prise de contact dans les régions afin de baliser le terrain. À Abomey, après l'étape d'Alada, la délégation s'est attelée à expliquer le bien fondé de ces actions ainsi que les résultats escomptés. L'idée est de pouvoir rallier un grand nombre à la cause pour l'atteinte des objectifs. Après vous avoir informé de ce que nous voulons faire, nous avons besoin de vous écouter, nous avons besoin de recueillir vos observations, vos conseils, vos recommandations pour que, à la fin, l'Institut national de la femme puisse aussi être compté parmi les contributeurs du grand développement. L'atelier qui nous réunit ce jour entre dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Institut national de la femme au plan national en vue de l'installation dans les mois à venir de ces relais dans les départements du Bénin et de la recherche d'une synergie d'action dans la mise en œuvre des procédures opérationnelles standardisées dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Pour les uns et les autres, la démarche est salutaire et mérite d'être accompagnée. L'une des actions phares de l'INF est de soutenir les victimes de façon optimale et notamment porter assistance aux victimes face à toute structure ou administration accusée ou soupçonnée de discrimination à leur endroit. Les prestations sont entièrement à la charge de l'Institut. Éducation dans ce mini-journal, le complexe scolaire et universitaire clé de la réussite offre des bourses d'études à ses élèves qui ont obtenu le baccalauréat édition 2022. 2 universités privées ont été choisies pour accueillir les nouveaux bacheliers de cet établissement. Il s'agit dans un premier temps de l'ECOUSONU et ESM Bénin. C'est une tradition de vieille date ou de plusieurs années à laquelle le promoteur de l'école, le professeur Omer Adandeyan, a sacrifié. Et cette année encore, la cérémonie de remise de bourse aux bénéficiaires s'est déroulée vendredi à Cotonou. Reportage.
À chacun sa bourse d'études pour bien démarrer le cursus universitaire. Au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite, tous les nouveaux bacheliers, toutes mentions confondues, ont droit à cet accompagnement du promoteur de l'établissement pour la suite de leurs études. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos sœurs, vos enfants au complexe Clé de la Réussite du professeur Omer Adonedjan. Une fois encore, chers parents, merci de penser vous confier au complexe Clé de la Réussite, une école qui cultive chaque jour l'excellence et qui lutte efficacement contre les déviances. Alors, je dirais que Clé de la Réussite a été toujours une école prestigieuse, une école qui fait chaque année la preuve de l'excellence. Alors, je vais demander à tous les parents, à tous nos camarades encore élèves qui désirent encore continuer les cours, de ne pas se donner des doutes, de choisir Clé de la Réussite, c'est choisir le chemin de l'excellence. L'octroi de ces bourses est le fruit de la conjugation d'efforts entre le complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite et ses universités partenaires que sont l'École supérieure de management Bénin et l'Institut supérieur des cours Sonou. Un partenariat voulu et obtenu par le professeur Omer Adonedjan, dont la détermination et l'engagement pour la culture de l'excellence sont salués ici. Monsieur Omer Adonedjan, merci d'avoir fait de moi, il y a 20 ans, un étudiant. Le complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite veut aller encore plus loin. Le professeur Omer Adonedjan et son équipe sont en train de scruter les grandes écoles au-delà des frontières béninoises. Comme les années précédentes, 2022 a été fructueuse pour l'école avec de meilleurs résultats des examens de fin d'année scolaire. Au complexe Clé de la Réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables et satisfaisants obtenus aux examens nationaux 2022. Ainsi, au CEP 2022, nous avons obtenu les 100% comme d'habitude et 3 de nos élèves se sont illustrés cette année au niveau départemental parmi les meilleurs. De même, au CAP comme au BPC, nous avons obtenu sur nos sites de Calavi, de Ménotin et de Bégamin des résultats très satisfaisants. Au baccalauréat 2022, le complexe Clé de la Réussite a obtenu 7 mentions très bien, dont 4 mentions très bien en série D et 3 mentions très bien en série G2. En marge des 7 mentions très bien, nous avons eu 15 mentions bien et 55 mentions assez bien, soit 77 mentions sur les 340 admis au bac 2022. Cette cérémonie de remise de bourse a été précédée d'une Eucharistie pour rendre grâce au Seigneur qui a veillé sur chacun de ses élèves et qui a surtout permis au complexe scolaire universitaire Clé de la Réussite d'enrichir son palmarès de meilleurs scores. C'est la fin de ce bulletin. Merci de m'avoir suivi. On va se retrouver très prochainement. Très prochainement, c'est demain, Clément Achadé. Prenez donc le rendez-vous. Merci beaucoup à vous. On va parler sport maintenant avec Hakim Sidousseni. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet. Suivez les leaders.
Akime Sidosini, bonjour. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonjour. Wahab Para, bien bonjour. Et l'espoir, c'est avec vous. On parle football en premier. Exactement. Week-end de tout footeux, Wahab, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Week-end, les représentants béninois en lice pour les Coupes africaines ont disputé à domicile, pour ainsi dire, leur rencontre allée dans le cadre, comme vous le faites constater, de la campagne africaine. D'abord, les vice-champions, les Buffles FC de Parakou, avec pour adversaire Calonne FC de la Sierra Leone, deux adversaires du premier tour de la Coupe, la Confédération. Et c'était bien le vendredi dernier, et les protégés du président Laurent Souno, tout vert vêtus, se sont fait surprendre par la bande à Mohamed Kalon. C'est bien entendu la formation qui nous est venue donc de la Sierra Leone. Pourtant, des occasions, il y en a eu, malheureusement pas concrétisées. La faute à des attaquants mal inspirés et maladroits devant les buts adverses. La première mi-temps s'est soldée par un score de parité et vierge de 0 but partout. Au retour des versets, comme vous le constatez sur les écrans, et bien l'adversaire du jour se fait plus entreprenant et plus élaboré, et c'est sur un corner que Kalon FC ouvre le score, aidé par une passivité surprenante et incomprise de la ligne défensive des Buffles FC de Parakou. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final et une défaite concédée à domicile par les hommes de Hamidou Aouna. Le match retour est prévu pour ce samedi. Ce sera à Monrovia, au Libéria. Ce match s'annonce, ma foi, décisif et importantissime pour le représentant béninois à cette campagne de la Coupe de la Confédération. Puis malheureusement, le score, il est là. Coupe de la Confédération, c'était bien le vendredi dernier. Et le premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions arabes, c'était hier, dimanche. Le champion de Bénin, Coton FC de Ouida, offrait son hospitalité aux champions ivoiriens. C'est bien la SEC Mimosa, Wahab. Les choses sont allées très vite. Et 2 buts en 6 minutes. D'abord les jaunes et noirs par l'entremise de Kwame. Et puis bien évidemment l'égalisation des Bleus Ciel et de Coton FC de Ouida grâce au pénalty transformé par le capitaine Salim Bawa. 1 but partout, 2 buts marqués en 6 minutes comme vous le constatez. Donc Salim, et c'est plutôt le capitaine Salim Bawa qui permet donc à la formation aux représentants béninois d'établir la parité. Malheureusement, à la 70e minute, et bien pas comme va sceller le sort des représentants béninois. 1-2, le champion du Bénin joue sa qualification avec 2 buts encaissés à domicile pour une match retour prévu à Yamoussoukro. Ce sera bien ce week-end. Anglo-Arabe, quand on fait le point des 2 rencontres disputées par les 2 représentants béninois, eh bien les vice-champions, les Buffles FC de Parakou, battus par Calonne par le score d'1-0. Il faut faire ce retard d'1 but donc à 0 ici à Cotonou à l'occasion donc du match retour qui aura lieu donc du côté de Monrovia. C'est au Libéria, puisque les stades de la Sierra Leone ne sont pas en règle, ne sont pas homologués par la Confédération africaine de football. Et donc la rencontre a été délocalisée pour être disputée donc du côté de Monrovia. C'est au Libéria. Les Buffles seront donc en déplacement vers le pays de George Weah pour la match retour donc du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. En ce qui concerne les champions du Bénin, eh bien, eux également jouent le match retour du côté de Yamoussoukro, Wahab, en Côte d'Ivoire, toujours dans l'optique, bien entendu, de sortir le grand jeu et de composter une place qualificative pour le second tour donc, de cette campagne africaine. Malheureusement, c'est 2 sorties pour 2 défaites pour les représentants béninois, et là, ça pose un véritable problème de comment est-ce qu'il faut véritablement se préparer dans le cadre donc, de ces compétitions africaines. De toute façon, il y a les matchs retour. Je rappelle que c'est prévu pour le week-end prochain, les Buffles en déplacement autant que Coton Football Club qui sera donc du côté de Yamoussoukro pour la manche retour du premier tour préliminaire de la Champions League et de la Coupe de la Confédération pour les Buffles FC de Parakou. Quand on a fini de parler de football béninois et de football africain dans sa globalité, eh bien, on va faire un tour du côté de l'Europe pour voir un peu ce qui s'est passé ce week-end comme temps pour les différents championnats européens. On va commencer par la 7e journée du côté de la Ligue 1, c'est en France, avec les rencontres disputées ce week-end et je dirais 2 sorties intéressantes pour 2 formations qui étaient en déplacement. C'est bien entendu Nice qui a battu Ajaccio par le score d'1-0. Intéressant donc pour l'OGC Nice. Pendant ce temps, bien, il y a le carton qui a été réalisé par le Stade Rennais, c'était face à la formation de la JOC. Rencontre soldée par le score de 5-0. Monaco a battu en clôture de cette 7e journée Lyon par le score de 2-1. Mais avant ça, eh bien, les résultats des autres rencontres disputées comme temps pour la 7e journée
de la Ligue 1 en France, c'est le Racing Club de Lens qui a battu 3 par le score d'1-0. Le Paris Saint-Germain domine le Stade brestois 1-0. Succès de l'Olympique de Marseille devant Lille 2-1. Angers a battu Montpellier 2-1. Lorient et puis Nantes ont fait 3-2. Toulouse a pris le dessus sur le Stade de Reims 1-0. Le Stade Rennais, disait tout à l'heure, a battu c'est par le score de 5-0. Du côté de la Bundesliga, c'est bien la 6e journée des rencontres disputées ce week-end. Le Werder de Brême a été battu à domicile par Augsbourg 1-0. Le Bayern Munich et puis le Stuttgart se sont séparés 2-2. 2 buts partout. Pendant ce temps, c'est Leipzig qui se relève de sa défaite de la Champions League pour dominer le Borussia Dortmund 3-0. Hoffenheim prend le dessus sur Mayence 4-1. À noter la victoire de Schalke 04 sur Bochum 3-1. Et puis le 0-0 entre Fribourg et puis le Borussia Mönchengladbach. C'est bien l'une des rencontres de cette 6e journée. On va finir ce tour d'horizon des championnats européens avec la Liga espagnole et les résultats ainsi qu'ils se présentent. Girone a battu le Real Valladolid par le score de 2-1. Score identique en ce qui concerne la confrontation entre le Rayo Vallecano et puis Valence. 2-1 également. Séville domine l'Espagnol de Barcelone par le score de 3-2. L'Atlético Madrid a battu le Celta par le score de 4-1. Il y a également la victoire 4-1 du Real Madrid sur le Real Mallorca. Le Real Betis et puis Villarreal ont fait 1-0. Getafe a dominé le Real Sociedad 2-1. Vous suivrez également, entre autres, résultat, c'est bien que Barcelone a battu Cadiz par le score de 4-0. La 5e journée prend fin ce lundi avec le face-à-face entre Almeria et puis la formation d'Osasuna Wahab. Et c'était les sports avec vous, Hakim. Exactement. Allez, vous restez avec nous. Hein. On va installer maintenant notre plateau de discussion. On va parler d'un peu de tout. D'abord, cette démission au niveau du bloc républicain. Deux députés du bloc républicain qui démissionnent à l'Assemblée nationale. On verra les implications entre collègues ce matin, en lien bien entendu avec la réforme du système partisan qui est censé quadriller un peu de tout. Et puis dans la seconde partie, nous aurons Noël Chadaré pour évoquer les grandes lignes de tout ce qui s'est dit jeudi dernier entre la rencontre entre membres du gouvernement et secrétaires généraux des syndicats en lien donc avec la rentrée scolaire 2022-2023. Restez avec nous. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Emmanuel Niebosu, bonjour. Bonjour, Ravel. Allez, vous nous avez rejoint sur ce plateau. On va parler politique. Je l'avais annoncé. Il y a eu démission au niveau du parti Bloc républicain. La particularité, cette fois-ci, bien entendu, c'est au niveau du Parlement, deux députés BR qui démissionnent. Et donc, vendredi dernier, ils ont déposé leur lettre de démission au secrétariat général de leur parti. Les deux élus du peuple sont tous ressortissants du plateau et sont d'ailleurs les deux députés du parti BR dans ce département. Il s'agit donc de Awaou Bassirou qui a été élu Bissirou, voilà. Awaou Bissirou qui a été élu dans la 21e circonscription électorale regroupant les communes d'Ifani, Sakété et Adiawere, et puis Hilaire Adoun, qui est de la 22e circonscription électorale que compose la commune de Pobé et Ketou Adoun siège donc comme le suppléant du ministre Jean-Michel Abimbola qui a été reconduit dans le gouvernement. Première réaction à Kimé Sédou Séni. La première réaction, c'est que, bon, voilà, sans être, mettons quoi, méchant, c'est qu'il faut dire que la lettre de démission, la démission telle qu'annoncée, qui fait donc l'actualité, nous a permis d'avoir une idée de ces deux honorables députés dont on n'a presque jamais entendu parler. C'est déjà un mérite que de savoir que, eh bien, à l'occasion de la démission, eh bien, des visages ont été mis sur ces noms, que peut-être les militants de la 21e ont pris l'habitude de connaître, peut-être, bien entendu, parce que oui, l'un se trouve être le suppléant du ministre Jean-Michel Abimbola, c'est chose normale, et l'autre, bien entendu, pour les infos reçues, c'est qu'elle aussi, elle est de l'écurie Abimbola. Ça ne devait non pas surprendre, faisant référence à la théorie du ruissellement, pour ainsi dire, la tête n'y est plus, et donc du coup, ne vous attendez plus à rien. Les autres aussi. Les autres articulations suivent. Ont suivi, parce que c'est quand même le ministre Jean-Michel Abimbola qui était du parti, du bloc républicain, qui a été suspendu et qui par la suite a carrément démissionné et qui a déposé bagaille désormais au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Cela va de soi que bien, son suppléant, c'est-à-dire celui qui est son remplaçant, pour ainsi dire, à l'Assemblée nationale, sur la ligne de conduite, sur la ligne de conduite du numéro 1, et que par la suite aussi, dame honorable députée qui est aussi de l'écurie de Jean-Michel Abimbola, elle également décida alors de déposer bagage au niveau de l'Union progressiste. Mais bon, ça ne devait pas surprendre. Seulement que nous nous rendons compte que, eh bien, les dénonciations qui avaient été faites en son temps, relativement donc, je dirais quoi, aux démissions des élus et vers d'autres formations politiques, refait à nouveau surface. C'est vrai qu'il y a il y a la liberté d'association. Ils ont librement voulu être dans le parti, et librement aussi ils peuvent partir. Rien ne les oblige à rester dans le parti, mais je pense qu'en réalité, eh bien, dans l'élaboration des tests nouveaux qui régissent le fonctionnement des partis politiques, dans la dynamique de la réforme des systèmes partisans, il y a qu'on a omis, je dirais, de quadriller cette manière de faire. Et vous voyez, ça va finalement dans tous les sens. Il aurait fallu que peut-être dans quelques jours après, et quelques jours d'ici à là, eh bien, qu'un autre aussi quitte soit l'Union progressiste et qui dépose bagage au bloc républicain, que, eh bien, on fera également le débat. Le débat. Non, ça fait un peu dommage, mais bon, je crois que nous n'avons que nos yeux pour constater, parce que rien n'interdit bien entendu ce déplacement. Il va peut-être se poser la question de l'éthique et de la morale, bien entendu, mais éthique et morale dans un contexte du genre, on me dira que c'est l'éthique aussi qui aurait voulu que quand on a été suppléant de l'un qui n'est plus dans le parti, que théoriquement arabe, on suive alors la dynamique qui a été impulsée par le numéro 1 du parti. Donc, pas de reproche particulier à faire donc, à ces deux démissionnaires, parce que, eh bien, s'ils ont été là, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, le ministre Jean-Michel Abimbola a travaillé à leur positionnement, et donc par parallélisme des formes oblige, acte de reconnaissance et de gratitude bien entendu exprimé, c'est qu'il faut aller également avec Jean-Michel Abimbola au niveau de sa
nouvelle formation politique. Donc c'est ce qui explique, bien entendu, le déplacement de ces deux derniers. Mais comme je vous l'ai dit en ironisant tout à l'heure, ça a permis d'avoir une idée de qui sont qui. Oui, ça fait partie des députés qu'on connaît presque pas. Même lever le doigt et tout ce qu'il y a autour, on n'entendait pas souvent parler. Mais bon, ça c'est une occasion. Je le mets sur le coup de l'ironie, mais je constate que bien malheureusement, les tests n'ont pas interdit. Le quadrillage semble n'avoir pas tout pris en compte. Oui, pour quelqu'un qui a suivi tous les débats autour de la réforme sur ses partisans, on peut, sans se tromper, avouer que les députés ont omis exprès. Ils ont omis à dessein de quadriller ces genres de démissions. Parce que quand les démissions viennent, même dans le couvent où, je dirais, ces tests ont été élaborés, il y a de quoi s'interroger. Il y a de quoi s'interroger, et étant donné également qu'ils ont ici le couvert d'élus. Oui. Ils ont été élus, c'est des gens qui, il y a 4 ans, donc en 2019, c'est bien ça, ont été élus sous la bannière d'un parti politique. C'est-à-dire qu'ils auraient été peut-être candidats sous d'autres bannières qui n'auraient jamais été élus. Vous voyez, donc, là, ils ont porté la cassette du BR, ils ont été élus, c'est vrai. On me dira également qu'à ce niveau, chacun d'eux, fort de son électorat, de sa base, a pu se faire élire. Je dis oui, mais quelque part, le parti politique, l'emblème du parti politique, le logo du parti politique a pu jouer, a été très utile pour qu'il soit là. Aujourd'hui, on se rend compte, alors qu'on faisait le débat des conseillers communaux, municipaux, des maires qui démissionnent, aujourd'hui, on fera le débat de ce que c'est des députés élus du peuple qui ont démissionné, alors même que le mandat parlementaire n'est pas un mandat impératif, c'est un mandat national, donc ils sont élus du peuple. Est-ce qu'ils peuvent encore se dire, je suis BR, donc je démissionne, je vais à l'UP? Encore qu'ici, Fraternité nous a rappelé la fois dernière que l'UP et le BR se trompent de combat, parce que c'est deux pièces, c'est deux faces d'une même pièce. Alors, est-ce qu'on a intérêt à débaucher des gens ici? Est-ce qu'on a intérêt à accueillir des gens? Est-ce qu'on a intérêt à faire choses? Je pense que le débat est encore intact, mais toujours est-il que ça pose un problème, comme l'a dit Akimé, d'éthique politique. Moi, j'aurais proposé, et c'est ce que je souhaite d'ailleurs pour la relecture de ces différents tests, qu'on puisse encadrer les démissions. C'est vrai que le délai dans lequel c'est intervenu, on peut également voir dedans et se dire oui, nous sommes à quelques 4 mois des prochaines élections législatives, auquel cas je me serais inscrit totalement en déphasage avec cette émission. Non, même si c'est quelques mois, il y a encore du temps pour décider des choses qui engagent toute la nation. Oui, bon, est-ce que la démission vraiment agit sur les votés concernant, puisque au Parlement, tous les deux partis politiques qui sont là-bas sont des partis de la mouvance présidentielle. On a assisté, c'est vrai, il y a des débats autour de certaines lois, de certaines dispositions et tout, mais toujours est-il qu'à la fin, les deux se rejoignent et puis on finit pas s'accorder. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est comment retourner sur le terrain pour parler à leurs militants, leur dire, vous m'avez élu sur la bannière du BR, maintenant je suis UP. C'est vrai qu'on me dirait également que c'est la fidélité, la loyauté, parce que c'est la conséquence de la démission ou du désamour qu'il y a entre Abimbola et le BR désormais. Maintenant, il revient aussi au BR de se réveiller. J'ai l'impression que le BR n'est pas encore en train de prendre la mesure de la situation. Akimé, comment vous voyez les choses, puisqu'il s'agit cette fois-ci des députés qui démissionnent, ceux-là dans le couvent de Kiel, n'est-ce pas, on a élaboré ces tests. Non, on n'a pas besoin de c'est pas un casse-tête, on n'a pas besoin de réfléchir par les manières. L'épreuve, l'intellect, mais alors pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est une théorie du ruissellement. Ils étaient avec le ministre Jean-Michel Abimbola. Jean-Michel Abimbola, démissionnaire, qu'on rappelle suspendu démissionnaire, et puis désormais Union progressiste, le renouveau. Et cela va de soi, Wahab. Je crois qu'en réalité, pour ne pas, mettons quoi, donner l'impression que ça manque de sérieux, c'est que l'info, en réalité, ne devrait pas faire mouvoir et on ne devrait pas être ému de cette démission. Mais alors pas du tout. Ça aurait été plus intéressant en son temps. C'est-à-dire qu'en son temps, lorsqu'il y a une pluralité d'opinions et de partis politiques à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire quoi, l'Union et le BR aurait été peut-être un parti de l'opposition que du coup, on fait l'option d'aller vers la mouvance présidentielle, que ça va faire un peu tic. Mais comme l'a dit Eman, c'est certainement deux faces de la même pièce. Seulement que ces deux faces se combattent sérieusement sur le terrain. Et vous entendez dire que c'est tel parti, du moins l'Union progressiste qui contrôle assez de collectivités locales, c'est l'Union progressiste qui a 7 députés à l'Assemblée nationale, et de part et d'autre, les deux vont sur le terrain dans l'optique de finir une première force politique au plan national.
C'est pour ça qu'il y a, je dirais, cette danse de type Pinti, comme j'aime souvent le dire, à laquelle nous assistons ces derniers temps. J'ai suivi dans le bulletin de l'information Fadel Naro, je crois, de l'Union progressiste, qui dépose bagaille désormais au niveau du bloc républicain, ainsi de suite. Et l'anglais dit and so forth. Non, ce sont des mouvements auxquels on a été très souvent habitués à la veille des échéances électorales. Ça n'a rien de nouveau. C'est pas que ça se fait en ce moment sous le couvert, ou je dirais dans un contexte de réforme du système partisan. Et donc, du coup, on a l'impression que ça ne devrait pas y être et qu'on aurait dû assister à une autre manière de faire les choses. Malheureusement, la dynamique n'a pas véritablement changé parce que les acteurs sont restés certainement les mêmes, parce que les acteurs refusent, d'aller dans la même posture, dans la même dynamique que la réforme du système partisan. Donc, elle existe, d'accord, oui, mais on donne l'impression que la réforme n'existe pas. Et donc, on fait les choses autrement. Bref, dans l'autre des cas, constatez avec moi, Wahab, que les deux partis qui sont aujourd'hui les partis soutenant les actions du chef de l'État, qui sont à l'Assemblée nationale, se livrent d'une manière ou d'une autre des guerres farouches sur le terrain. Et on aurait peut-être... Mais quand c'est au Parlement, ça ne se sent pas pour autant. Pourquoi? Non, mais comment ça ne se sent pas au Parlement? Non, le débat public, le débat politique à l'Assemblée nationale, est-ce que vous sentez autant de contradictions quand à la fin, n'est-ce pas, on finit pas facilement s'accorder? La contradiction, c'est pas aboutir à quoi? Les contradictions que nous avons assisté quelquefois, c'est peut-être pour réajuster, les élaborations parlementaires. Oui. Autrement, ce ne sont pas des contradictions qui vont dans le sens de ce à quoi on a été souvent habitué. Mettons un certain Eric Oundete qui est en train de combattre farouchement, son point de vue par rapport à, une loi qui doit être votée à l'Assemblée nationale. Ce n'est plus la même chose. C'est vrai que cette fois-ci, on essaie de réajuster parce que, qu'on le veuille ou pas, il n'y a qu'un travail préalable. Et comment comprendre, Hakim, n'est-ce pas, ce combat auquel se livrent les deux formations politiques de la mouvance sur le terrain, le BR et l'Union progressiste, le renouveau? C'est ce que je vous dis. Le BR veut également, au terme des échéances électorales prochaines, se positionner comme le premier parti politique au plan national. À l'Assemblée nationale, il y a moins de députés BR que de députés Union progressiste. Dans les collectivités locales, il y a moins de maires BR que de maires Union progressiste. Donc, du coup, la dynamique actuelle et le combat qui se fait, c'est dans l'optique, bien entendu, de contrôler, d'être la première formation politique au plan national. Donc, c'est ce qui explique, ces guerres que nous assistons. Parce que n'oubliez pas également que, autant vous êtes la première force politique, autant, vous faites passer, votre ligne de conduite à l'occasion, bien entendu, des élections générales prochaines. Parce que, Wahab, on est en ce moment en train de parler des élections de 2023. Mais on n'a pas les yeux fermés sur 2026. Une législature de transition. Maintenant, la 2026 qui est là, il faut forcément, qu'est-ce qu'on a dit? Les formations politiques ont pour mission fondamentale, Wahab, d'aller à la conquête du pouvoir et puis de l'exercer. Exactement. Et quand on veut exercer le pouvoir, on le gère déjà à travers d'abord les différents paliers qui conduisent vers ce pouvoir. Bien entendu, collectivité locale, Assemblée nationale, ministre du gouvernement et tout ce qu'il y a autour. Et puis enfin, on se dit, nous sommes la première force, on peut décider de qui c'est qui va être notre candidat aux élections prochaines. Donc, je crois que le combat qui se fait, c'est le combat du contrôle de l'institution parlementaire, le contrôle des collectivités locales, et puis ensuite, in fine, décider de qui c'est qui va être, le porte-étendard de la formation politique à l'occasion des échéances électorales présidentielles prochaines. D'accord. Emmanuel, est-ce que vous comprenez ce combat, cette guerre à laquelle les deux formations politiques, le BR et l'UP, se livrent sur le terrain? J'avoue que pour ma part, c'est une guerre qui n'a pas de sens, à mon avis, parce que... Parce qu'on se demande cette guerre pour quelle fin quand on sait que les deux soutiennent le gouvernement. Et le seul exemple, c'est là où la fois dernière, à l'occasion des obsèques du père de Jérémy Atobarou, il y avait des députés BR qui étaient là, qui ont assisté, qui étaient allés assister leurs collègues. Parce que le paysage politique n'a pas changé outre mesure. C'est juste que désormais, les populations diront vraiment ces politiciens-là. Ils doivent s'engouffrer dans des formations politiques. Et puis à ce niveau également, comme l'a dit Hakim, il ne s'agit pas de deux formations politiques qui sont opposées, vraiment opposées. De façon radicale, de façon brutale. Il ne s'agit pas d'un parti politique de la mouvance et l'autre de l'opposition. Il s'agit de deux faces d'une même médaille. Tous deux soutenant les actions du chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des intérêts? Je pense que par là, c'est également la guerre des égos. Pour moi, c'est tout simple. Quelqu'un, il est là, il est membre de tel bloc républicain. Il se dit, j'attends les prochaines pour le damer le pignon. Donc, je vais du côté de l'UP. C'est pourquoi je dis, il faut un réveil également de toutes les forces politiques pour savoir
aller sur le terrain, pour savoir communiquer, pour savoir travailler. Et là, je salue déjà certaines initiatives personnelles de certains leaders. Didier Sessi qui a finalement, chez qui a eu la finale de son tournoi et tout. Oui. Parce que justement, les partis politiques ont besoin de cette individualité-là pour se reconstituer vraiment, parce que 2023, c'est le 8 janvier, et il faut qu'ils aillent au charbon. Quant à, oui, on veut être première formation politique, c'est vrai que c'est une ambition légitime. L'autre veut maintenir sa position de parti politique, premier parti politique au Bénin. Ça se ressent dans le partage. C'est clair, de l'aide publique de l'État au parti politique. Pendant que l'autre soit sans bilou, les autres sont à 400, les autres sont à 1. Donc, je pense qu'à ce niveau. Et d'autres encore rien. Il faut quand même que le débat se fasse plus concrètement. Je ne sais pas si ils ont intérêt à faire ce qui se passe là. Ils ont intérêt à faire ce qu'ils font sur le terrain là, à Kimé. Mais pourquoi pas? Ils ont intérêt. Où se trouve concrètement l'intérêt? C'est déjà les dénominations. Le député BR n'est pas le député UP. Non, mais c'est deux députés différents. Même si les deux députés sont de la mouvance présidentielle. Ce que ferait un député BR aux militants, BR sur le terrain, il ne ferait pas la même chose aux militants UP, parce que les militants UP sont de la mouvance, mais alors pas du tout. Non, mais ce sont des écuries différentes. Quand vous les voyez sur le terrain, ils ne sont pas inscrits sur leur dos ou sur leur front. Moi, je suis député BR, député UP. Mais est-ce que vous voyez un peu le schéma? Vous avez juste le macaron qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Maintenant, est-ce que il y avait une pluralité de points de vue à l'Assemblée. Les autres députés de l'opposition n'étaient pas estampillés députés de l'opposition. On les reconnaît en tant que tels. Exactement. Voilà. Et donc, sur place, dans nos différentes circonscriptions électorales, eh bien, chaque député est identifié par rapport à son parti politique. Même si tous soutiennent les actions du chef de l'État, eh bien, quand on vient, on sait que lui, c'est un député BR. Et n'oubliez pas qu'il y a un défi à relever. C'est le défi de, le retard à faire par certaines formations politiques. La force groupement bien émergent pour le compte des législatives prochaines voudra forcément avoir à l'Assemblée tout au moins quelques 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Ils vous diront qu'ils veulent plus que ça. Exactement. C'est légitime. La guerre au niveau des collectivités locales, relativement à la relecture des tests qui ont fait nommer certains maires à la différence de certains qui ont été élus, amène véritablement, je dirais, certaines formations politiques à travailler, à montrer que c'est à leur niveau qu'il y a véritablement, je dirais, un certain militantisme accru. Parce que, Wahab, tenez-vous tranquille, quand vous prenez des communes, par exemple, comme la commune de Boycon, je prends un exemple comme ça, pas avec grande précision, pas parce que j'étiquette la commune de Boycon, c'est qu'à Boycon, on a des députés Union progressive, des députés bloc républicain. Le maire de Boycon est un député, est un maire bloc républicain. Quand je me réfère au combat qui a eu lieu dans cette commune avec, par exemple, un certain Gansé Armand, qui s'est battu corps et âme pour véritablement travailler à faire asseoir du maire d'une autre, de par son implication, le parti, le bloc républicain, c'est que, eh bien, quelqu'un comme ça voudra, je ne sais pas si vous suivez mon regard, voudra forcément se battre sur le terrain pour montrer que le bloc républicain reste un parti qui a véritablement, je dirais, de l'allure sur le terrain. Parce que les conseillers du bloc républicain sont un certain nombre. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui, je dirais, locataires de l'hôtel de ville de Boycon. Et donc, du coup, à l'occasion des législatives prochaines, la 23e circonscription électorale va être véritablement, je dirais, une circonscription où UP et BR se battront pour contrer le lead de cette circonscription. Vont se briser à la limite. Vont se briser à la limite. N'oubliez pas que le maire de Cotonou a encore sur place du côté de son Mouradi. Donc vous voyez un peu, j'ai cette la commune de Boycon pour montrer un peu que, eh bien, on a beau être tous dans la mouvance présidentielle, il y a des combats sur place qui considèrent des combats d'honneur et des combats, je dirais, d'affirmation au niveau, je dirais, des circonscriptions électorales. Et ça va se sentir dans plusieurs autres circonscriptions électorales. J'ai pris l'exemple juste de Boycon, mais on va ressentir la même chose dans plusieurs. Vous prenez la 8e, Parakutia, Européen, Ndali. On a désormais la vice-présidente, elle est de cette circonscription électorale. Elle est allée aux élections législatives dernières, avec, bien entendu, la bannière de l'Union progressiste. Sur place, sur le terrain,
on a des ministres bloc républicain, on a des députés bloc républicain. Et donc, du coup, comme je vous l'ai fait constater, Eman, il n'y a rien à faire. On a l'air de croire que, bon, ça rit, mais alors pas du tout. Ça, ce sont des rires, entre parenthèses. Ce qui amène souvent la population à dire que ces politiciens-là se moquent. Alors, Eman Aniamboso, le combat va être rude. Alors, Eman Aniamboso, est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas, la logique quand un véhicule qu'on connaissait, genre un véhicule Lexus avec sa plaque, on enlève la plaque, n'est-ce pas, on colle à un autre véhicule, je ne sais pas, de marque Honda, et que ça circule. Pour revenir un peu à un député UP, n'est-ce pas, ou un député BR qui démissionne et qui peut-être devient député UP avec les mêmes tests en vigueur en République du Bénin. Je pourrais refaire la question autrement. Imaginons que le président de l'Assemblée nationale soit un député BR et qu'il démissionne aujourd'hui du BR. Qu'est-ce qui va se passer au Parlement? Est-ce qu'on va assister à une autre élection? Est-ce qu'on va remettre en jeu son fauteuil? Il reste juste 4 mois. Il reste juste 4 mois. Est-ce qu'on va interroger le parti le majoritaire au Parlement? Est-ce s'il y avait d'autres répondants, supposons qu'à part UPBR au Parlement, qu'il y ait d'autres formations politiques qui se retrouvent là-bas, est-ce qu'on aurait eu les mêmes schémas? C'est en cela que, oui, on a beau conjecturer sur les démissions des conseillers communaux et qu'on sort, rien n'y fera. Mais toujours est-il que ici, ce qui interpelle, c'est que nous soyons au Parlement. Au Parlement, le Parlement, c'est-à-dire le haut lieu de la politique. C'est plutôt à ce niveau que... On vous dira que cette série de démissions, c'est également la politique. On dit que ça a commencé vers le bas et ça a atteint le summum, comme le disent les historiens. Je pense que, bon, pour ma part, c'est consommé. Et comme nous ne sommes qu'à quelques mois des élections, et c'est à cela que je dis, cette démission, moi je la comprends. Et c'est pourquoi j'ai dit, même si on doit fermer les démissions dans une sorte d'angle fermé et tout, il faut qu'on puisse déterminer un délai dans lequel les démissions sont possibles. Sont acceptées. Sinon, si je lis ici, je me fais fort de bannière de Wahab Ali Parawak et que je vais aux élections, c'est peut-être parce que les populations ont de l'amour pour Wahab Ali Parawak qu'ils ont voté pour moi. Sinon, j'aurais été peut-être sur la bannière d'un autre candidat et que je n'aurais pas été. Donc, je pense que c'est tout ça. C'est bien de paramètres à prendre en compte. Qu'il faut prendre en compte. Voilà. D'accord. Alors, on apprend que les choses ont évolué et que les deux députés qui ont démissionné ont été retirés systématiquement du groupe WhatsApp de leur formation politique. On va suivre cette actualité parce qu'il y a suffisamment de choses à dire. Ce qui est normal. Oui. Et il y a même un autre qui demande à ce que, n'est-ce pas, ces députés soient carrément ou simplement, n'est-ce pas, retirés. C'est-à-dire qu'on puisse pourvoir à leur remplacement. À leur remplacement. Alors que dedans, et les tests n'ont pas prévu le suppléant du suppléant. D'accord. C'est justement ces questions et ces propositions qui devraient amener le législateur à réfléchir véritablement sur la réforme du système partisan. Parce que sur ce pan, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir faire. Le temps est vite parti, mais je lis dans les colonnes du quotidien Fraternité qui a eu la première édition du tournoi DSS de football, c'est arrivé. C'était hier dimanche où c'est Sogan FC vainqueur. C'est Sogan FC qui a été vainqueur. C'est Didier Sessi, un jeune leader du bloc républicain qui a organisé ce tournoi et a gagné le pari de l'organisation tel que souligné par le quotidien Fraternité. Est-ce que vous voyez, Eman Aniamboso, cette manière désormais qui consiste à fédérer, à rapprocher les jeunes et à les occuper pendant les périodes de vacances? Il faut rappeler que ceci n'est pas le seul leader à vraiment s'investir dans ces genres de loisirs pour les jeunes. Il y a d'autres formations, il y a d'autres leaders politiques également. Quand je prends le cas de Chantal Aïe, qui a également organisé ce tournoi dans sa zone. Oui, c'est la finale de notre tournoi. Il paraît que le match a été, pour ceux qui étaient sur le terrain, ça a été épique. Mais ça a quand même permis une certaine confraternité entre jeunes. Parce que oui, sport sain, loisirs sains, on a occupé les jeunes pendant les vacances, c'est une bonne chose. Et il a également annoncé la distribution de kits scolaires pour des élèves de cette zone-là. Pour ma part, je pense que ceci se donne, il montre aux jeunes la voie de la sagesse. Et je pense qu'une autre édition déjà annoncée, c'est une chose qu'il faut saluer. D'accord, Eman Aniamboso, merci beaucoup. Akime Seydou Oseni, on va faire venir maintenant Noël Chadaré avec qui on va parler donc de
de la rencontre entre membres du gouvernement et syndicats. C'était jeudi dernier à l'Infosec de Cotonou. Ils ont dit un peu de tout. Dowell Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, va nous faire le point. Mais en attendant, on va faire un tour au niveau de la régie pour suivre le pour ou contre. C'est M. Orozime. Bon, moi je suis pour le concubinage. Et les raisons que je peux les évoquer, pour des raisons d'ordre économique, il y a certains couples, par exemple, qui ne sont pas prêts à avoir le nécessaire pour le mariage. Cela ne veut pas dire qu'à long terme, ce mariage-là n'aura pas lieu. Donc, ils peuvent vivre en concubinage jusqu'à un certain temps. Et donc, qu'ils auront les moyens, ils vont faire leur mariage. Donc, dire à fort priori que le concubinage, je ne suis pas pour, je ne peux pas le dire. Ce sont mes raisons. Je suis M. Innocent à Gautreau. Le concubinage, depuis la nuit des temps, depuis Adam et Ève, et ce mariage n'a pas été officialisé. Il n'y a aucun écrit qui relate cela. Donc, au-delà de ça, on peut comprendre par concubinage un apprentissage à une vie maritale. Donc, c'est dit en un mot que je suis d'accord pour le concubinage. Quand tu fais le mariage, on sait que légalement, tu es marié à telle personne. Et telle personne, oui, vous êtes ensemble, vous êtes mariés, civil, religieux, les deux à la fois. Bon, l'État vous connaît. Dès qu'il y a un problème, au moins deux ou trois personnes peuvent intervenir dans vos problèmes. Maintenant, en concubinage, là, il y a d'autres, dans une relation maintenant, il y a des hommes qui se cachent, qui sont mariés, qui n'aiment pas trop se montrer. Vous voyez? Donc c'est un peu difficile. En tout cas, chez moi, c'est difficile de sortir avec un homme marié. Donc il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Moi, on m'appelle Eudes Fassia, je suis sociologue. Je vais avoir deux approches. Ce que vous appelez concubinage, nous en sociologie, on n'appelle pas ça concubinage parce que deux personnes qui acceptent de se mettre ensemble, c'est parce que entre elles, il y a un contrat et une confiance. Et donc ces deux personnes, pour nous, en sociologie, sont considérées comme étant unies. Surtout que si ces deux personnes arrivent à avoir ensemble un enfant ou des enfants. Le mariage vu par rapport aux tests législatifs ou aux tests religieux, c'est ce que les Blancs nous ont apporté. Mais chez nous, dans la société africaine traditionnelle, on n'a pas besoin d'aller chez le maire ou chez le prêtre pour se mettre ensemble. Quand la société ou les faits sociaux décident de vous mettre ensemble, vous êtes ensemble et vous fondez votre famille et vous assumez les conséquences. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, pour des contraintes par rapport aux exigences administratives, on va vous demander un certificat de ceci, de mariage ou de ceci, et cela vous oblige. Et dans cette obligation, vous faites soit le mariage civil ou le mariage religieux, mais cela n'est pas une panacée parce que ça peut capoter à tout moment. Et quand on regarde notre société dans les 10-20 dernières années, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de divorces après
mariage religieux ou civil, parce que on veut se conformer à ce que les textes disent. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Voilà, il y a eu jeudi dernier la deuxième session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective pour titre de l'année 2022. Membres du gouvernement et secrétaires généraux de centrales et confédérations syndicales se sont retrouvés pour parler d'un peu de tout. Noël Sadaré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le secrétaire général de la COSI Bénin. Comment les choses se sont passées à l'Infosec jeudi dernier? Oui, je dois d'abord dire qu'il ne s'agissait pas de la deuxième session ordinaire, c'est ce qui avait été annoncé, mais à l'entame, ça a été requalifié. C'est devenu une session ordinaire. D'accord. Une session extraordinaire. Essentiellement consacrée aux diligences qui ont été faites pour que la rentrée, n'est-ce pas, qui va venir, soit une bonne rentrée. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et donc nous avons abordé les sujets. Le ministre d'État, président de la commission, a donné la parole au ministre de chacun des sous-secteurs, enseignement primaire, secondaire et supérieur. Il faut dire que respectivement, on a écouté le ministre de l'enseignement primaire, ensuite celui du secondaire et puis le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur parce qu'elle n'était pas là, elle s'est fait représenter. Et donc, on les a écoutés sur les diligences. Bon, c'est les habitudes, ils sont bien accoutumés à cette pratique à la rentrée. Ils font ce qu'ils doivent faire pour que ça démarre. À les écouter, toutes les dispositions ont été prises pour que les choses, la rentrée se passe bien, en termes de les primes, les nominations, les affectations, etc. Tout cela, les subventions, bref, tout a été déjà fait, mis en place pour que la rentrée démarre. Mais ce n'était pas cela qui nous préoccupait, nous, parce qu'on sait que c'était à titre d'information. Il y avait des sujets qui nous préoccupaient et chacun de nous a abordé les sujets qui tenaient à cœur, parce que là, on a consacré essentiellement cette session à l'éducation, au monde de l'éducation. Et donc chacun de nous avait des préoccupations qui nous tenaient à cœur. Nous avons posé... D'abord, il y avait une rumeur, n'est-ce pas, dans l'air, qui disait que les enseignants, n'auraient pas la prime des journées pédagogiques. J'ai eu beaucoup de messages sur mon portable et j'ai dû, n'est-ce pas, poser le problème, et on a été rassuré. Donc il y a eu une assurance pour dire que non, c'est parce que habituellement ces primes étaient envoyées, les primes de journée pédagogique étaient envoyées bien avant, et que les enseignants, certains assurés qu'ils ont déjà les primes, ne se rendaient pas sur les lieux des journées pédagogiques, et donc ils voudraient cette fois-ci s'assurer que tout le monde y allait, bien entendu à l'appui les fiches de présence. Et donc c'est bien après cela que les autres primes sont envoyées, mais celles-là, ils ont mis le coude là-dessus, et attendant de vérifier que est-ce que les gens sont effectivement partis. Donc cette assurance a été donnée. Nous avons aussi abordé les questions concernant les formations des enseignants 2012-2014, parce que c'est un sujet, vous savez, qui me préoccupe énormément. Oui, parce on que vous a entendu plusieurs fois sur cette question. Oui, j'ai fait beaucoup d'allers-retours au niveau du ministère et du Conseil national de l'éducation. Enfin, je crois qu'il y a une assurance. Enfin, parce que quand j'ai posé le problème, là, le ministre, n'est-ce pas, de l'enseignement secondaire, et qui a été, n'est-ce pas, qui a eu la caution, enfin le soutien de Madame la ministre de la fonction publique, les deux nous ont donné l'assurance que, tous les petits, il y a un modus vivendi, un terrain d'entente entre eux, et pour lever les petits verrous qui font que les arrêtés interministériels de mise en formation traînaient à être signés par les 3 ministres concernés, donc ce sera signé. Et il y a même déjà une période bien précisée par le ministre de
l'enseignement secondaire mis en charge, qui a dit, M. Kouaro, qui a dit, en décembre, congé de décembre, eh bien, les enseignants de 2012 et 2014 eh bien, seront appelés, n'est-ce pas, dans les sites de formation, dans les écoles normales, pour démarrer la formation. Ça, c'est un élément de satisfaction. Bon, après, il y a le gros problème que vous connaissez. Parce que nous avons dit, il faut parler de la revalorisation. Il faut parler des AME. C'était des sujets qui nous préoccupaient et toutes les 3 confédérations ont abordé le sujet. Les AME, quelle est la situation qui va être la leur Et quelle réponse les membres du gouvernement ont donné? Nous avons voulu qu'on nous dise 12 mois sur 12, mais ils ont dit, écoutez, 12 mois sur 12, en attendant de vous dire ce qu'il adviendrait de leur sort, n'est-ce pas? Nous allons vous donner, tout simplement, on va donner un mois, une avance, un mois. Bon, c'est une petite bouffée, une avance petit salaire, une avance d'1 mois de salaire qui va être, n'est-ce pas, en attendant que les décisions soient prises concernant ces AME, parce qu'on aura fin décembre, comme ils l'ont dit, fin novembre au plus tard, hein, parce que ça peut venir avant, on aura une séance qui va, une session, parce que c'est la poursuite de la session, la première session qui a démarré au palais et qui, n'est-ce pas, n'a pas continué après, c'est ça la poursuite. Le gouvernement reviendrait sur les mesures qui ont été prises pour que nous puissions, les mesures pour la réévaluation, les SMIG et aussi les traitements qui sera réservé plutôt aux aspirants. Voilà, donc, en attendant cela, on leur donne un mois d'avance, quitte à leur retirer, quand on décidera plus tard de ce qui adviendrait de leur sort. Nous, la COSI Bénin dit, vous avez envoyé cela en décembre, on espère en novembre plutôt, oui. Vous avez annoncé cela depuis le décembre 2021, que vous augmenterez les salaires en janvier. Mais vous ne l'avez pas fait. En avril, vous avez appelé, on pensait que on aurait n'est-ce pas, la fumée blanche. La fumée blanche n'est pas sortie. Oui. Et donc, on attend. Et maintenant, vous dites novembre. Novembre, il ne faut pas que vous nous appeliez pour nous dire mais ça commencera en janvier. Parce que là, on n'est pas d'accord. Dans la sous-région, c'est déjà fait. Dans la sous-région. Et vous devez voir ce qui s'est fait. C'est de bonnes choses, bien fait. Nous attendons de vous que vous nous appeliez pour nous dire nous avons bien fait les choses. Et avec aussi un effet rétroactif, parce que vous l'avez annoncé depuis. Et donc, on attend de vous cela. Donc, il y a ces aspects qui ont été abordés. Oui. Il y a d'autres sujets, comme si vous voulez que je puisse aller, oui, on va revenir sur ces sujets. Oui. Hakim, est-ce qu'on peut dire au moins que sur la situation des AME, au moins la rencontre s'est achevée par ne serait-ce que des promesses? Oui, comme d'habitude. C'est pas seulement la rencontre de la dernière fois. C'est pas ça qui manque. Non, mais c'est la concrétisation. C'est la concrétisation qui est la plus importante. Parce que oui, le sujet est connu de tous. La préoccupation, j'allais dire les conditions de travail de ces AME, c'est connu de tous. Comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général de la COSI Bénin, c'est que la rentrée, c'est pour le lundi prochain. C'est qu'à l'occasion de cette rentrée, il y a des journées pédagogiques. Mais là, je crois qu'en réalité, les journées pédagogiques, ils ne sont pas concernés, les AME. Ils ont été associés. Ils ont été associés. Voilà. Donc, ils ont été associés à l'occasion de ces journées pédagogiques à terme, Wahab, les autres. Associés sans un sou. Hein? C'est justement l'aspect que je vais aborder. Ils sont associés sans sou. Pendant que les autres vont entrer en possession de quelque chose, et bien eux, ils seront là, ils vont suivre les journées pédagogiques, ils vont entrer chez eux dans l'espoir qu'on mette à disposition l'avance sur salaire qui va être forcément, bien entendu, récupérée par la suite au cas où on ne faisait pas s'entendre sur les conditions nouvelles qui sont les leurs. De toute façon, je ne sais pas s'il faut se réjouir, il faut peut-être attendre et souhaiter, comme je l'ai dit la dernière fois, que véritablement la question des AME soit une question complètement résolue, parce que le besoin de ces AME est déjà effectif. On n'a plus besoin, je dirais, de tenter même un type d'évaluation, parce que s'il n'avait pas été là, on voit le gap que ça crée au niveau donc, du secteur de l'éducation. Énorme. Exactement. Ils ont même des heures. Tout à fait. Et donc, quand vous avez un maillon du genre très essentiel dans le fonctionnement donc, du secteur de l'éducation, il faut quand même, à un moment donné, je dirais, faire preuve
d'assez de compréhension, de responsabilisation, afin que ces derniers puissent avoir quand même un minimum de mieux-être pour être dans les classes, afin de pouvoir véritablement mettre à disposition de nos enfants l'enseignement qui valent. Donc je ne me réjouis pas. Je me réjouirai lorsque, en novembre au plus tard, comme l'a fait constater tout à l'heure le RG Chadaré, que leur situation est enfin une suite. Et vous parlez comme si vous étiez AME. Oui, mais nous sommes tout le monde est AME. Parce que personne ne dénie le travail que ces messieurs-là font, que ces messieurs et dames, j'allais dire, font. Et donc, quand c'est comme ça, il faut véritablement souhaiter. Et ça, j'ai d'ailleurs apprécié, je dirais, cette conjugaison et cette synergie d'action des confédérations centrales syndicales dans la dynamique du mieux-être de ces... Oui, ils sont unanimes sur la situation des AME. D'accord. Plus offensif, mais à l'arrivée, on sent que tous sont préoccupés par les conditions de vie de ces AME. Et ça, il faut saluer ce combat qui est fait et espérer réellement que d'ici fin novembre, que les suites soient données à la condition. Les confédérations syndicales ont fait front commun pour défendre, dois-je dire, la situation des AME, et on peut dire qu'il y a espoir. Oui, mais je vois les secrétaires généraux de la Confédération dans un dilemme. Et je me réfère à la rencontre qu'ils ont eue à la présidence où le chef de l'État leur demandait s'ils étaient prêts à ce qu'on mette d'abord le coude sur certaines choses et qu'on satisfasse les AME. Je crois savoir que leur silence a quand même... a tout dit. Oui. Parce qu'ils auraient plutôt souhaité qu'on fasse les deux en même temps, qu'on puisse voir les AME, leur situation. Ce qui est un idéal. Ce qui est un idéal. Ce qui pour certains ne serait pas normal parce qu'il paraît, et vu le nombre d'AME en fonction, que si on faisait 12/12, ça peut faire saigner les poches de l'État. Moi, je dis quelque chose de très banal. Si on peut couper la poire en deux, pourquoi est-ce qu'on leur fait avancer sur salaire et qu'on dit qu'ils vont rétrocéder les soirs après? Pourquoi ne pas faire du 10 mois sur 12 par exemple? Pourquoi ne pas réclamer, à défaut d'avoir 10 sur 12, de leur dire, écoutez, le mois entamé est dur. Les éléments commencent là. Les 3 mois qui manquent. Faites déjà l'effort de ce qui est payé là, de garder ça et de considérer que c'est un acquis. Parce que moi je pense que, je ne sais pas si on fait le même débat, mais à force de parler AME, on oublie qu'on n'aura pas des AME éternellement dans les classes. Et qu'il faut plutôt travailler à ce que ceux-là soient reversés, ou qu'on aille à des concours, ceux-là deviennent des... Parce qu'il le dit souvent sur le plateau Noël Chadaré, au bout d'un temps, les enseignants titulaires aujourd'hui, j'appelle titulaires les enseignants les APE, vont partir à la retraite, et on ne pourra pas s'accommoder des AME. Déjà que ici, on a déjà assisté cette année ou il y a 2 ans à ce qu'un AME démissionne parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Est-ce qu'on va s'accommoder d'AME dans l'enseignement? Je pense qu'il faut plutôt faire le débat et ne pas faire du surplace, chercher plutôt à avancer dans les choses. D'accord, Noël Chadaré, quels sont les autres aspects que mais là, je veux juste réagir. Vous avez la possibilité. Allez-y. C'est que AME, il faut même changer cette dénomination. Elle est péjorative. Tout à fait. AME, c'est des gens qui doivent... c'est pas bien d'entendre. On veut même en faire à l'université. Aspirant à l'université, c'est pas normal. Il faut peut-être... C'est des gens peut-être en situation de préinsertion sociale. On peut dire qu'ils sont préinsérés. N'est-ce pas? Maintenant, nous, on ne veut pas... C'est comme si à lui, à Manania Bosso, n'est-ce pas, après plus d'une dizaine d'années... Il continue d'être journaliste aspirant au métier. C'est pas bon. Donc, et ensuite, il faut leur donner 12 mois sur 12. C'est clair. Ils ont travaillé comme les autres. Exactement. Comme les autres enseignants. Et ils ont donné le meilleur d'eux. Et puis, il faut revoir leurs conditions de travail. Ils font 28 heures au niveau de l'enseignement secondaire. Ils surtravaillent. Et ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux. Vous avez vu les résultats au bac cette année? Ça est passé de 64% à 59%. Attendez l'année prochaine. Attendez les autres années. Ils surtravaillent. Ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux. Il faut les ramener, respecter l'arrêté qui est signé par le ministre qu'on appelle Capo Marion, qui prévoit les quotas horaires pour eux et pour nous autres. Ils ont 22 heures et 20 heures. Il faut le faire. Je suis d'accord qu'il faut payer les... L'autre chose, il faut une perspective pour eux. Oui, il ne peut pas être AME ad vitam aeternam. Tout à fait. Il faut recruter. Je dois vous dire, pour ce que je sais dans le secteur secondaire, dans l'enseignement secondaire où je suis, nous allons bientôt tous aller à la retraite. Il a dit, cette année, il y a une grande vague.
L'année prochaine, 2024, grande vague. Et moi, par exemple, en 2025, nous irons. Je m'en vais. Combien de gens resteront? Et il n'y a pas de professeurs, il y a 1100 et quelques professeurs certifiés. Dans tout le pays, 1100 et quelques. Et sous cela, une grande partie vont à la retraite. Que va devenir notre enseignement? Les gens qui sont reversés, ils ont besoin d'être formés pour être professeurs certifiés. Il y a trop de problèmes dans le secteur. On va se retrouver dans une situation où l'école va se retrouver totalement, si on ne prend pas les grandes décisions, on va se retrouver sous le sol. Si on doit AME, c'est du replâtrage. C'est du replâtrage, ça n'a pas... C'est bon, ça règle les problèmes pour un temps. On a apprécié quand ça a commencé parce que toutes les classes sont pourvues, et on a des professeurs, des instituteurs, tout est pourvu. C'est bien. Mais on ne peut pas continuer avec ça dans la durée. Il faut changer de... Alors, on va écouter maintenant Noël Chadari sur les autres aspects qui ont été abordés. Oui, les autres aspects, par exemple, je dois dire qu'on a posé la question, il y a une situation d'injustice avérée par rapport au reclassement de 2012, 2014, 2016 de l'enseignement primaire, de 2014, 2016 de l'enseignement secondaire. Quand on a voulu les reclasser, dans les reclassements, on a, n'est-ce pas, il y a une disparité pour certains qui ont un échelon en plus que d'autres, en moins, et d'autres qui ont été privés de 4 années parce qu'il y a le CDD, 4 années de CDD, oui. Et les 4 années de CDD, ils ont perdu 4 années dans le reclassement. Or, la COSI, en mars, avait écrit à la ministre de la fonction publique pour dire il y a problème. Voilà, et avec les tests à la suite. C'est fait exprès, c'est une erreur. Au cours des débats, elle a dit ils vont prendre le sujet à bras le corps, et si les ayants droit avaient raison, si ça avérait qu'ils avaient raison, ils seraient rétablis dans leurs droits, mais si ce n'était pas le cas, ce serait le statu quo. On attend la réponse à cela. Il y a eu d'autres questions, par exemple, les professeurs, les praticiens plutôt hospitaliers universitaires, un sujet que j'ai posé parce qu'ils ont un statut particulier. C'est des profs d'université, mais qui sont aussi dans les centres universitaires hospitaliers, je vais y arriver. Et ceux-là, n'est-ce pas, dans leur statut, il y avait une prime de spécialisation, mais quand il y a eu le statut, ça devrait les accompagner à la retraite. Il se trouve que les financiers brandissent, n'est-ce pas, un arrêté qui empêche que cela les accompagne à la retraite. Et donc, il fallait un autre projet d'arrêté pour, n'est-ce pas, supplanter, abroger cet arrêté qui empêche que cette spécialisation les accompagne à la retraite. On va dire que c'est un motif d'espoir parce que quand le sujet a été abordé par nous, eh bien, le ministre de la Santé et le directeur de cabinet ont dit le projet est déjà pris, le projet va être signé, et puis ça va être réglé. Mais ça, on va le suivre avec comme du lait sur le feu parce que c'est un motif d'espoir. Moi, je vais continuer de suivre cela pour voir si ça va être appliqué. Et puis, on a parlé de Béni Rai. Là, c'est une injustice qui est en train... Sous nos yeux, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Injustice, Béni Rai, les travailleurs, ça, j'ai posé le problème pour dire, ils ont été recrutés, ils sont là, ils ont fait une trentaine d'années, au CBN, ensuite Béni Rai, et on veut les licencier pour raison licenciement économique. La raison, c'est le licenciement économique. Et il se trouve qu'à un moment donné, parce qu'il y avait quelques problèmes, à partir d'avril 2020, ils ont commencé par avoir moitié salaire. Oui. Et avant, jusqu'à mars 2020, ils avaient leur salaire, l'entièreté de leur salaire. Maintenant, il se trouve qu'on veut les licencier et pour calculer les droits, on va chercher les moitiés salaires pour dire, on va calculer sur cette base-là. C'est trop facile, hein? C'est trop facile de procéder comme ça. J'ai abordé le sujet pour dire il faut respecter les choses, faire les choses comme on doit les faire selon les normes et non chercher ce qui va profiter. Est-ce qu'à un moment donné, quand on a commencé par leur payer moitié salaire, il n'y avait pas un document qui expliquait que c'est, disons, une réduction sur salaire pour que les ouvriers puissent prendre acte? C'était une situation conjoncturelle qui a été annoncée. Difficulté à payer les salaires, il fallait comprendre et aller dans ce sens. Donc, je crois que la directrice générale du travail a dit qu'elle s'est saisie du dossier. Elle va aller vers ceux qui sont concernés. On attend le retour de cela parce que ce ne serait pas juste de gruger
les travailleurs comme ça. Voilà. Il y a autant de choses qui ont été, Alors, abordées. Ce serait il y a la suite qui a été donnée, c'est la suite donnée aux évaluations. Vous savez, à un moment donné, on a fait l'évaluation dans les enseignements primaires, secondaires. Nous avons demandé toutes les centrales. Quelle est la suite qui est réservée à cela? Et parce qu'il est question de former ceux qui ont échoué, qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas réuni 10, et ceux qui devaient être, qui sont passés, de les reverser en fonctionnaires d'État. Et depuis, on n'a plus rien, silence radio. Il y a eu quelques problèmes, quelques explications du ministre de l'enseignement primaire pour dire, on a quelques difficultés parce que c'est évalué à 14 milliards la formation de ceux-là qui ont été recalés. Et donc, on est en train de procéder autrement, en attendant qu'on ait les moyens. Et ensuite, pour leur reversement, il y a des goulots il y a des problèmes administratifs par rapport au statut des fonctionnaires, au statut des agents permanents de l'État, des agents de l'État plutôt. Il y a des problèmes. Et donc, on est en train de réfléchir, de mûrir. On est en train, toujours en train comme d'habitude. En train. Alors que Nouvelle Chadaré qu'on prenne l'avion. Alors, ce serait la toute dernière question, puisque le temps passe vite. En termes de bonne foi, comment qu'il y a une certaine garantie que ces nouvelles promesses, parce que vous avez rappelé sur ce plateau que la plupart des négociations, lors des négociations, il y a souvent de ces promesses. Quelles sont les garanties que vous avez que ces différentes promesses seront tenues? On attend de voir. On va rester prudent, pas nature, on va rester prudent. Ils nous invitent. Là, vous aussi, vous êtes en train de voir, en train d'espérer, en train de souhaiter. Il y a des assurances, il y a des espoirs, des motifs d'espoir. On va veiller à ce que ce soit. On va les relancer s'ils traînent à mettre en œuvre ce qu'ils ont décidé de faire. On les attend pour que la révélation soit une révélation comme c'est fait ailleurs où les gens ont apprécié, qui arriment les salaires parce que aujourd'hui, les coûts des produits ne vont plus jamais chuter. Ça, c'est clair. Donc, il faut arrimer nos augmentations, nos salaires sur les réalités du moment. Et on attend ça, pas nous donner nous jeter des miettes. On ne sera pas d'accord avec ça. Ça, c'est clair. On les attend de pied ferme. J'espère. Nouvelle Chadaré, merci beaucoup. Secrétaire général de la COSI Bénin, Herman Aniambossou, Akime Seydou Séné, merci beaucoup. Je vais vous accompagner avec les grands faits, les faits qui ont marqué l'actualité nationale ces derniers jours au Bénin. C'est une synthèse réalisée par Idrissou Boukari. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Après plusieurs mois de silence, le gouvernement a renoué le dialogue avec ses partenaires sociaux à une semaine de la rentrée scolaire et universitaire. Jeudi, à l'Infosec de Cotonou, se sont déroulés les travaux de la session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. La bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignant, le gouvernement a annoncé le paiement d'une avance sur salaire d'un mois pour leur permettre de mieux préparer la reprise des classes. La commission présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a connu la présence des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ainsi que des membres du patronat béninois. De leur côté, les membres de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique se sont réunis mercredi en session annuelle au titre de l'année 2022. Les assises ont été essentiellement consacrées au point de la situation que vivent la population dans certaines communes du Bénin suite à la montée des eaux. Selon la situation présentée par le directeur de l'Agence nationale de protection civile, le bilan des dégâts dus aux inondations a connu une baisse comparativement à l'année dernière. Les recommandations formulées en 2021 ont été également examinées pour améliorer les stratégies du gouvernement face au phénomène d'inondation. C'est désormais officiel. Après ces échanges avec les chefs de parti il y a quelques jours,
Distel Amoussou a fait son entrée en politique la semaine dernière. L'homme a laissé entendre qu'il est parfaitement conscient de l'acte qu'il pose et qu'il n'invente pas le fil à couper le beurre. Et pour mener son combat pour la sécurisation des réformes opérées par le chef de l'État, Distel Amoussou s'est engagé avec le bloc républicain. Sa déclaration d'entrée en politique et d'adhésion au BR a été faite mardi à Cotonou. L'Agence nationale d'identification des personnes a procédé jeudi à l'affichage de la liste électorale provisoire pour les législatives de 2023. L'annonce a été faite à la faveur du point de presse qu'a animé le gestionnaire mandataire de l'ANIP. Selon Cyril Goubedji, cette action répond aux dispositions du code électoral qui fait obligation à l'ANIP de rendre publiques ces informations à cette date. Officiellement, la population électorale potentielle s'élève à plus de 6 millions de personnes en attendant la liste définitive. La publication de la liste provisoire s'étend jusqu'au 22 septembre 2022. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la 57e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Et à la veille de cette célébration, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'est adressé aux citoyens béninois. À l'occasion, Yves Chabi-Kwaro a levé un coin de voile sur les réformes entreprises dans ce sous-secteur et celles en cours. Cette journée est une occasion, selon le ministre, de reconsidérer les espaces d'apprentissage de l'alphabétisation en vue d'une transformation efficace prenant en compte tous les aspects d'une éducation de qualité, équitable et inclusive pour tous. Le complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite offre des bourses d'études à 16 élèves qui ont brillamment défendu ces couleurs au baccalauréat de cette année. Pour leur cursus universitaire, 2 universités privées ont été sélectionnées pour accueillir ces nouveaux bacheliers. Il s'agit de ESM Bénin et l'Institut supérieur Les Cours-Sonou. C'est une tradition vieille de plusieurs années à laquelle le promoteur de l'établissement, le professeur Omer Adandedjan, a sacrifié cette année encore. Occasion pour vanter les mérites de l'école et surtout ses meilleurs scores enregistrés aux derniers examens de fin d'année scolaire. La cérémonie de remise des bourses s'est déroulée vendredi sur le site Clé de la Réussite de Bégamé à Cotonou. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'agriculture au devant de l'actualité ce matin avec Bénin Intelligent qui rapporte que le directeur général du Fonds national de développement agricole a procédé le vendredi 9 septembre à la signature des conventions de projets sélectionnés à la suite de l'appel à projets au niveau des guichets 1 et 2 relatifs aux subventions des initiatives agricoles au profit des organisations professionnelles agricoles et des micro, petites et moyennes entreprises. Pour cette opération, 37 projets ont été retenus sur 679 reçus pour un coût global de 1 591 millions de francs CFA et subventionnés par l'État béninois à travers le FNDA à hauteur de 845 833 000 francs CFA. La nation estime que l'ensemble de ces projets contribueront à la création de 353 emplois directs et toucheront 3 500 fournisseurs, a dévoilé Valère Roussou, directeur général du FNDA,
lors de la cérémonie de signature des conventions vendredi dernier. En effet, l'appel à projet a ciblé plusieurs filières, notamment le manioc, le riz, le maïs, le soja, le maraîchage, la pisciculture, la mangue, puis la viande et le lait. Fraternité rapporte Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, pour lequel il n'est pas possible d'accroître les performances de l'agriculture béninoise sans l'investissement du secteur privé. Et c'est à ce titre que le gouvernement du président Patrice Talon a donné une nouvelle orientation et des moyens conséquents au FNDA pour bien jouer ce rôle. La cérémonie en est un témoignage et marque l'engagement de l'État à travers le FNDA à soutenir des initiatives agricoles portées par le privé, a fait savoir le ministre Dossoui. À en croire l'économiste du Bénin, la coopération suisse a exhorté les promoteurs agricoles bénéficiaires à faire preuve de sérieux et de rigueur afin que les objectifs visés par chaque projet soient atteints. Et puis, à quelques mois des législatives de janvier 2023, les vagues de démission et d'adhésion continuent. À ce sujet, l'autre vision constate que la barque du parti Bloc républicain chavire dans la 6e circonscription électorale. Un départ inattendu avec un cortège de membres de l'Association des jeunes pour le développement durable, Michalodo du Bénin, dont le président Étienne Villegla, qui va certainement poursuivre son aventure politique au sein d'une nouvelle formation. Où va-t-il atterrir, se demande le journal, pour lequel, à l'annonce de son départ, les sources renseignent qu'il est déjà courtisé par des personnalités politiques insoupçonnées. Bénin Intelligent informe que les démissions se poursuivent au sein du parti Bloc républicain. Le vendredi 9 septembre, 2 députés du parti dans le département du Plateau ont déposé le tablier. Il s'agit de Hilaire Adoun et Awaou Bissiriou. Dans leur lettre de démission adressée au secrétaire général national du BR, ils ont affirmé suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, qui est désormais membre du parti Union progressiste. Le renouveau, l'événement précis, s'intéresse aux raisons de ces 2 démissions pour rapporter que selon un responsable du Bloc républicain qui a requis l'anonymat, le départ de ces 2 députés ne devrait pas étonner. Le journal précise que les démissionnaires sont proches de l'ancien transfuge du BR. On s'attendait à ça, insiste-t-il, avant d'ajouter que le député Hilaire Adoun est le suppléant du ministre Jean-Michel Abimbola. L'autre collègue, l'honorable Awaou Bissiriou, est une de ses militantes au RND. C'est lui qui l'avait positionné sur la liste en 2019 contre le professeur François Abiola. Ce sont là 2 bonnes raisons qui expliquent le départ des députés du Bloc républicain, selon ce responsable du BR contacté. Dans le même temps, le matinal rapporte que de passage dans la commune d'Adiaweret, le secrétaire général national du Bloc républicain, Abdoulaye Biochane, a eu de fructueux échanges avec Sefoufa Gomou, au cours duquel son hôte a réaffirmé son appartenance au parti au cheval cabré. Plus de doute désormais, s'exclame le journal qui explique que l'emblématique président de l'ancien parti politique Mouvement africain pour la démocratie et le progrès n'entend pas quitter le Bloc républicain. Parlant de la tenue des élections législatives, la Nation informe que 77 observateurs sont déployés dans les 77 communes du Bénin pour une mission d'observation à long terme dans le cadre des législatives de janvier 2023. C'est une initiative de la coalition des organisations de la société civile qui a mandaté ses acteurs le vendredi 9 septembre à Cotonou. Fraternité explique que la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix lance ainsi un signal fort. Elle a formé des observateurs avertis pour les élections législatives de 2023 qu'elle a envoyées sur le terrain. Elle a également organisé à l'intention des acteurs politiques de la mouvance et de l'opposition, des responsables de la Cour constitutionnelle, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, des acteurs de la société civile et des forces de l'ordre, un atelier sur des élections inclusives, libres, transparentes et équitables. Toujours dans ces colonnes, Fraternité relaie l'imam Mahmoud Diko, reçu sur zone franche de Canal 3 Bénin. Figure religieuse et populaire du Mali, l'imam en séjour au Bénin depuis le 12 août dernier, dans le cadre de l'installation du nouveau bureau de l'Union islamique du Bénin,
a à cœur le combat pour la démocratie dans son pays et le retour à la normale dans une sous-région ouest africaine gagnée par une certaine instabilité politique. Et pour lui, il n'y a jamais eu de démocratie de façon réelle. Il y a toujours eu un rapport de force dans ce monde. Et sur le volet sécuritaire, il estime que son objectif, c'est de vraiment contribuer à trouver des solutions pour ces problèmes du djihadisme. L'imam parle du député béninois Issa Salifou, avec qui il a beaucoup échangé, et d'avouer que nous allons inviter de grands savants du monde musulman et qui parlent la langue peul pour essayer vraiment de conscientiser la jeunesse, d'aller dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Actu Matin, Stop et Pain pour ce lundi. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain mardi, pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.